J'ai servi mon champagne à l'Élysée. Aujourd'hui, j'achète du vin à 3 € au Lidl et j'essaie de ne pas trop faire attention au goût. C'est ironique, non? Ou peut-être tragique. Je ne sais plus la différence. Vous pensez que les gens cultivés ne détruisent pas leur propre vie, que seuls les ignorants perdent tout? J'ai fait Sciences Po. J'ai lu Proust, je connais Montaigne par cœur, et j'ai quand même tout perdu, tout, tout ce que mon grand-père avait planté avec ses mains cassées, tout ce que mon père avait construit, et moi je l'ai donné à des hommes en costume qui ne savaient pas distinguer un blanc de blanc d'un blanc de noir. Restez avec moi, écoutez ce que j'ai à dire. Quand vous aurez terminé, abonnez-vous, laissez un commentaire, faites que ceci soit entendu. Un homme qui a perdu une dynastie a besoin à la fin que quelqu'un le sache, que quelqu'un comprenne comment un champagne servi au palais de l'Élysée a abouti dans un verre bon marché d'une épicerie discount. C'est mon seul testament maintenant. Être écouté. C'était 1989 quand mon champagne a été servi à l'Élysée. François Mitterrand, ses mains sur la flûte. Ma mère m'avait téléphoné ce jour-là pour me dire que ma grand-mère avait écouté les informations à la radio et qu'on avait cité le cuvée Beaumont. Elle avait pleuré. Ma grand-mère ne pleurait jamais. Mais ce jour-là, elle avait pleuré. Mon grand-père plantait les vignes en 1923. Il revenait de la Grande Guerre. Ses mains tremblaient. Pas du froid, mais de ce qu'il avait vu. 4 ans de tranchées, 4 ans de boue et de sang. Et quand il est revenu à Reims, il a planté des vignes. C'est ce qu'on fait quand on veut croire que le monde peut être beau. On plante quelque chose, on fait croître quelque chose. Mon grand-père disait que le champagne était le seul vrai miracle qu'il avait vu. Il faut attendre 7 ans pour que les vignes produisent, puis il faut attendre des années pour que le vin vieillisse, puis il faut une vie entière pour que la réputation se fasse. C'est de la foi pure, de la folie même. Planter des vignes quand on sait que tu ne verras jamais le résultat. Mon père, lui, il a agrandi le domaine. 48 hectares. Il a acheté les terres à côté, il a construit la maison dans le style champenois, toiture d'ardoise gris, avec les caves qui s'enfoncent dans la craie de Reims. Il a eu 3 enfants. Moi, j'étais l'aîné. J'étais censé continuer. Sciences Po Paris, puis HEC. J'ai étudié l'économie, la gestion, les finances, tout ce qu'on apprend pour diriger une grande entreprise. Mais mon père m'a dit, avant de diriger, il faut comprendre. Et comprendre signifiait passer chaque automne dans les vignes, comprendre comment on peut sentir la différence entre un raisin prêt et un raisin qui a besoin de 3 jours de plus. Comment la craie blanche sous vos pieds change la manière dont les raisins se développent. Comment la température de la fermentation change le profil aromatique. C'est une science. C'est aussi de l'art. C'est aussi de la prière. À 31 ans, mon père m'a donné la domaine. Il était seulement 62 ans, mais il disait qu'il avait fait ce qu'il devait faire, que le reste était à moi. La responsabilité de 6 générations était maintenant sur mes épaules. Hélène m'a dit que j'avais l'air terrifié. Je l'étais. Mais j'étais aussi enthousiaste. Pendant les premières années,
J'ai travaillé comme si ma vie dépendait du succès, parce qu'elle en dépendait. J'ai augmenté la production. J'ai introduit de nouvelles technologies. J'ai créé de nouveaux cuvées, blanc de blanc, blanc de noir, millésimé, brut, demi-sec. Et le 1985 était parfait. Cette année-là, le soleil a été exact. Les pluies ont arrivé à temps. Les raisins avaient une concentration qu'on voit une fois par décennie. Quand Robert Parker a goûté le 1985, je me souviens de ce jour. Je l'ai accompagné aux caves. Je l'ai observé tandis qu'il prenait une gorgée. Ses yeux se sont fermés. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. Quelques jours plus tard, 97 points. Un score qu'on rêve de toute sa carrière. Une seule bouteille a atteint ce score à Reims à ce moment-là. C'était la nôtre. Les distributeurs ont appelé. Les restaurants en France, puis en Suisse, en Belgique, en Allemagne, et ensuite les États-Unis, le Japon, Singapour, 28 pays. Beaumont n'était plus juste un nom sur une bouteille, c'était un statut, une promesse de qualité, une histoire. Hélène et moi, on louait un petit appartement sur l'île Saint-Louis pour les étés. Paris était suffocant. Mais l'île Saint-Louis était magique. Les pierres qui dataient du XIIIe siècle, la Seine qui passait en dessous. Nos enfants jouaient sur le balcon. Édouard jetait du pain aux pigeons. Sophie apprenait à marcher sur le plancher en pierre. Hélène s'allongeait dans le lit le matin et observait la lumière changer sur les murs. Elle était heureuse. J'étais heureux. Ça ne dure jamais assez longtemps, ce genre de bonheur. Mais pendant quelques étés, c'était complet. Puis 1982, Monte Carlo, le casino de Monte Carlo. Un collègue de HEC m'avait invité. Viens voir comment vivent les hommes vraiment riches. Une nuit. Que se passe-t-il dans une nuit? Je suis allé à la roulette. J'avais bu du champagne. Un excellent champagne. Pas le nôtre, malheureusement. Je remarque ça maintenant. Mais un excellent champagne. Et j'ai placé de l'argent sur le noir. 40 000 francs. Et c'est venu noir. Et puis encore noir. Et puis j'ai gagné 400 000 francs cette nuit-là. Un homme à la table m'a dit que j'avais la main du destin. Il m'a invité à revenir. Il a dit que les gens comme moi, les gens avec une compréhension de la qualité et de la chance, on était rares, qu'on devait cultiver ça. Ce qu'on cultive se grandit. J'ai cru que ma victoire avait montré que j'avais une capacité spéciale, que ma chance était un signe. Je suis revenu à Reims avec cette certitude. Hélène m'a demandé d'où venaient tous les francs. J'ai dit que j'avais fermé un deal important. C'était techniquement vrai. J'avais fait un deal avec le hasard et j'avais gagné. Les tripes à Monaco ont commencé mensuelles, puis 2 fois par mois. La barrière Enghien près de Paris. Les cercles privés de jeu dans le 16e arrondissement. Des hommes qui se connaissaient depuis 30 ans, se servant du vin, fumant des cigares, plaçant des milliers d'euros sur chaque main. Et moi, assis parmi eux, en train de prétendre que je comprenais le langage du jeu, la langue de la chance. J'ai gagné certaines nuits. Les gains étaient réels, mais les pertes étaient devenues une routine. 40 000 euros, 80 000, 120 000,
Une nuit, je suis allé à Home avec 0, les poches vides. Je suis entré dans la maison à 3 heures du matin. Hélène était réveillée. Elle m'attendait. Je lui ai dit que c'était un investissement difficile. Elle n'a pas posé de questions cette nuit-là. Mais le lendemain, elle m'a demandé directement « Jean-Michel, où va l'argent ?» Et j'ai menti. Pas élégamment, pas intelligemment, j'ai juste menti. Et elle a su, bien sûr. Elle a toujours su. Elle m'a dit « Il faut que tu arrêtes ». Son ton était fermé. Pas de colère, juste de la fermeture. Comme si elle prenait une décision à ce moment-là. Une décision concernant moi. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai été à Enghien le vendredi suivant. Et je n'ai dit à personne. Mon œnologue, Maître Guyot, produisait des chiffres qui montraient une chute de la profitabilité. Les marges diminuaient, les coûts de production augmentaient. Ou du moins, c'est ce que les chiffres disaient. Mais j'avais manipulé ces chiffres. J'avais déplacé la dette hors des bilans. J'avais créé des sociétés fantômes. C'est impressionnant, la créativité qu'on développe quand on a besoin de cacher quelque chose. J'étais devenu un excellent menteur. Mon notaire, maître Dupont, m'a conseillé contre la première hypothèque sur le domaine. C'est votre héritage, dit-il. C'est plus que de la propriété, c'est votre histoire familiale. Je lui ai dit que c'était exactement pour ça que je le faisais, pour protéger l'héritage, pour financer les investissements nécessaires pour rester compétitif. Il n'a pas cru à cette explication, mais je l'ai signé quand même. Maître Dupont a signé, ça s'est passé. Et maintenant, je devais vraiment gagner au casino pour rembourser cette hypothèque. Je n'ai jamais gagné assez, bien sûr. Édouard avait 22 ans quand il m'a demandé s'il pouvait entrer dans l'entreprise. Il voulait apprendre le métier, devenir œnologue comme Maître Guyot. Il avait passé tous les étés dans les vignes. Il comprenait déjà comment on cueille, comment on fermente, comment on équilibre. Il était doué, mieux que moi au même âge, je dirais. Je lui ai montré les caves, je lui ai parlé de l'héritage, je lui ai parlé de ce que signifiait être Beaumont. Je ne lui ai pas parlé de la deuxième hypothèque, je ne lui ai pas parlé de Monte-Carlo, je ne lui ai pas parlé de ce que j'étais en train de devenir. Octobre 2011. La lettre d'HSBC, un vendredi. Je l'ai posée sur mon bureau face vers le bas, et je l'ai laissée là, 3 jours. Lundi, je l'ai ouverte. Les termes du prêt avaient changé. Ils exigeaient le remboursement complet, tous les prêts, tout d'un coup. C'était impossible. Je savais que c'était impossible. La réunion avec les créanciers s'est passée dans l'étude d'un notaire à Reims. 14 personnes autour d'une table. Aucun d'entre eux n'avait jamais cultivé une vigne. Ils regardaient mon domaine comme un objet à diviser. Des spreadsheets, des calculatrices. 3 mois de discussion et le domaine était passé à Jianlong Holdings, une compagnie chinoise. Le prix était 34 millions d'euros. C'était un tiers de sa vraie valeur. Les hommes de Jianlong ont marché dans les caves. Ils ont observé les bouteilles. Ils n'ont rien senti. Ils savaient seulement qu'ils avaient fait une affaire. Hélène était partie avant la vente finale. Elle a pris l'appartement de Paris. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a seulement
quitter, comme quelqu'un qui descend d'un train qui se dirige vers un crash. Édouard a téléphoné quand la vente a été annoncée. Je ne peux pas continuer à te parler comme si rien ne s'était passé, dit-il. Je pouvais entendre dans sa voix qu'il avait pleuré. Mais sa voix était fermée, calme. Il sonnait comme moi à 30 ans, avant. Tu as détruit quelque chose de précieux, papa, et je ne sais pas si je peux te pardonner ça. Il a raccroché. Je ne sais pas s'il a vraiment raccroché ou si j'ai imaginé ça. Après le choc, tout est devenu un peu irréel. La nuit où j'ai bu la bouteille 1985, le 1985 blanc de blanc, c'était une nuit froide de novembre. J'étais dans ma chambre de la résidence sociale. Une pièce de 12 mètres carrés, un lit, une chaise, une fenêtre qui donnait sur le parc de la Patte d'Oie. Et j'ai sorti la bouteille que j'avais gardée à travers tout. La seule, la dernière. J'ai regardé l'étiquette. Cuvée Beaumont, blanc de blanc, 1985. Mon écriture dessus, ma signature. Robert Parker, 97 points. Et en dessous, en petites lettres, à l'Élysée, 1989. J'ai ouvert la bouteille, j'ai versé un verre, et j'ai tenu le verre à la fenêtre. La lumière du réverbère passait à travers. Le vin était couleur d'or pâle, parfait, absolument parfait. Je savais chaque note de ce vin, je l'avais créé, j'avais supervisé chaque étape. Je connaissais où chaque raisin avait poussé, sous quel soleil, sous quel nuage. Et j'ai bu ça, seul, dans une chambre louée dans une résidence pour les hommes âgés sans ressources. C'était le meilleur verre que j'ai jamais bu. Et le pire. La résidence sociale près du parc de la Patte d'Oie. C'est ma vie maintenant. Une chambre. Un couloir partagé avec 4 autres hommes. Un homme qui s'appelle Bernard, qui parle toujours à lui-même. Un homme qui s'appelle Luc, qui était secrétaire d'État autrefois, dit-il. Aucun de nous ne discute de ce qu'on était. C'est une règle non écrite. Ici, on est juste les hommes qui restent. Les hommes qui n'ont pas assez d'argent pour vivre ailleurs. Les hommes que le monde a décidé ne plus regarder. Je marche près de la cathédrale de Reims le matin. Notre-Dame, construite sur des siècles. Des générations d'hommes et de femmes travaillant sur pierre, briques, verre, pour créer quelque chose de permanent. J'entre parfois dans la nef. Je m'assieds dans l'obscurité. Je n'y vais pas pour prier. Je vais parce que la vastité me rend un peu plus petit, parce que quelques minutes dans ce silence fait que ma honte se dissout un peu. Le vin du Lidl, 3 €. Je le bois lentement. Je connais ce vin. Je le reconnais par ce qu'il manque. Les notes hautes, la complexité, l'histoire. C'est juste de l'alcool avec de la couleur. Mais j'essaie de ne pas le remarquer. J'essaie de le boire comme quelqu'un qui ne sait pas à quoi devrait ressembler le bon vin. J'échoue. Je le sais toujours. Sophie envoie un virement le 15 de chaque mois. Jamais de mots, jamais de lettres, juste le virement. Elle enseignera un lycée à Lyon, une bonne carrière. Elle m'a déjà pardonné, je crois, dans le sens où elle a décidé de ne pas me juger.
mais elle ne peut pas non plus me regarder, et je comprends ça. Je me comprends d'elle ne pas être capable de me regarder. La bouteille vide sur le rebord de la fenêtre, du 1985. Elle reste là. Chaque matin, la lumière passe à travers et crée un motif sur le mur, comme du vitrail, comme quelque chose de sacré. Je la regarde presque tous les jours. Je me demande si je devrais la jeter, mais je ne peux pas. C'est la seule belle chose qui reste dans cette chambre. Ce n'est pas le domaine, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas les 97 points de Robert Parker. C'est un matin spécifique en septembre 1985, l'année de la grande vendange. J'avais 30 ans. Je suis allé aux vignes à l'aube. La rosée était sur les raisins. La craie était blanche dans la lumière basse. Et j'ai pensé, c'est à moi. C'était à mon grand-père. Et ce sera à mes enfants. 3 choses fausses en une seule pensée. Le « à moi » était une illusion. Le « c'était à mon grand-père » était un fardeau. Et le « ce sera à mes enfants » était une promesse que je n'avais pas le droit de faire. C'est dans ce matin-là que j'ai compris, trop tard, que j'avais l'occasion de refuser tout ça, de dire non au poids. Mais je l'ai accepté, et ça m'a tué aussi sûrement que si j'étais tombé dans les vignes ce jour-là. Merci d'avoir écouté. Restez jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Pas tous les hommes qui perdent tout sont des idiots. Certains d'entre nous ont lu les classiques. Certains d'entre nous comprenons exactement ce que nous avons détruit. Et se comprendre ne nous sauve pas. Ça nous rend seulement plus conscients de la profondeur de notre chute.